la politica sociale, le pilar social europeo. C'est une Europe de la violence sociale. Über das soziale Europa zu reden. Je ne change pas d'avis en ce qui concerne la dimension sociale de la construction européenne. L'Europe sociale, une réalité en construction pour certains, un mythe pour d'autres. Qu'en est-il réellement ? Dans l'Union européenne, les politiques sociales sont pour l'essentiel des compétences partagées. C'est-à-dire que les États membres et l'Union se partagent leur exercice. Si les politiques sociales semblent être avant tout une affaire nationale, les décisions européennes impactent chacun de nous, citoyens européens. L'Europa sociale è un concetto che tanto più uno prova ad afferrare, tanto più gli scivola fra le dita. On ne peut pas avoir de concurrence loyale et un marché équilibré si on a des disparités telles au niveau social. Europe sociale et les règles actuelles de l'Union européenne peuvent rentrer souvent en contradiction. Pour pouvoir faire avancer la dimension sociale de l'Europe, il faut que les parties prenantes travaillent ensemble dans une logique de partenariat. Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein. En tout cas, l'Europe sociale n'a pas vraiment encore eu lieu. Les questions sociales sont bien présentes dès la jeunesse du projet européen. Lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, la thématique sociale est évoquée dans l'article 2 du traité qui l'institue. L'objectif de la communauté est de contribuer au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres grâce à l'établissement d'un marché commun. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le traité prévoyait la possibilité, pour la haute autorité, ancêtre de l'actuelle Commission européenne, d'adresser des recommandations lorsque des salaires étaient jugés trop bas. Les institutions européennes ont fait dans la première communauté européenne du social, sur la fixation des salaires dans le charbon et l'acier, sur la liberté de circulation, sur l'application des normes sociales en vigueur dans le pays à tous ceux qui venaient de l'étranger. La libre circulation des travailleurs est véritablement consacrée par le traité de Rome. Le traité de Rome de 1957 formule déjà des objectifs sociaux et en particulier le fait que la communauté économique à l'époque doit œuvrer pour l'amélioration constante du niveau de vie et le bien-être des Européens. Ce traité précise ce qu'il advient d'un travailleur européen au-delà des frontières de son pays d'origine. Les droits à l'assurance sociale des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que l'égalité de traitement entre salariés européens sont reconnus. Il lavoro italiano nel profondo grembo della terra è fattore di benessere economico per tutti i paesi della comunità europea. I nostri operai hanno trovato sicurezza, tranquillità economica per sé e le proprie famiglie, ordine e dignità di un lavoro apprezzato e ben remunerato. En passant d'un pays à un autre, la protection sociale des travailleurs n'est pas supprimée. Les périodes cotisées pour la retraite sont additionnées, quel que soit le pays européen où la personne en question a été salariée. Une large politique de logement social et des fonds structurels sont mis en place afin d'aider les travailleurs des secteurs en difficulté. Les avancées sociales sont donc indéniables. Pour autant, les questions sociales sont essentiellement motivées par la mise en place du marché unique. Celui-ci vise à garantir la compétitivité économique de l'Europe. C'est avec l'acte unique européen, en 1986, que l'Europe sociale prend un nouveau tournant. Bon, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons. La cohésion sociale et territoriale est définie pour la première fois au sein de la communauté économique européenne. À l'époque de Jacques Delors, le Fonds social et la politique sociale a dépassé simplement l'aide à la mobilité des travailleurs. En 1985, 7 ans s'étaient écoulés sans que le patronat et les syndicats se soient rencontrés au niveau communautaire. Bref, sans une modification des dispositions institutionnelles, il était impossible d'avancer. Il y a eu une période hyper dense, c'était la période de Jacques Delors.
il y avait ce qu'on appelait les entretiens de Val-Duchesse. C'était une période où la commission, le président de la commission qui était alors Jacques Delors, demandait aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales, aux organisations patronales, de venir confronter sur les enjeux européens. Ces entretiens permettent aux partenaires d'apprendre à se connaître et de commencer à échanger. C'est donc à cette période-là que le dialogue social se renforce. À partir de 1991, la Commission est obligée de consulter les partenaires sociaux sur tout projet de directive et de règlement qui toucherait aux matières sociales. Et cela ne s'arrête pas là, car les partenaires sociaux participent concrètement à l'élaboration de textes législatifs. Ces partenaires sociaux peuvent, s'ils le souhaitent, entamer une négociation pour conclure des accords au niveau européen qui peuvent éventuellement être transposés en directive, en droit européen, mais ce n'est pas une obligation et c'est loin d'être systématique. Principale figure syndicale, la Confédération européenne des syndicats, CES, réunit près d'une centaine de syndicats nationaux. Créée en 1973, elle détient aujourd'hui le quasi-monopole de la représentation des travailleurs. Elle est désormais présidée par Laurent Berger. Donc en fait, la CES, c'est à la fois une force critique, qui regarde d'un œil lucide ce qu'est la situation sociale, la situation économique, la situation sociétale en Europe, donc est capable de porter une vision, une critique, et en même temps une capacité de proposition et d'engagement dans la négociation. La Confédération européenne des syndicats, ce n'est pas le super chef syndical qui nous dit ce qu'on doit faire. La Confédération européenne des syndicats, c'est une organisation qui vise à coordonner les efforts revendicatifs et à faciliter leur inscription au niveau européen. Les intérêts patronaux sont également représentés au niveau européen, mais contrairement à la CES, ils sont portés par plusieurs organisations syndicales. Il s'agit entre autres de Business Europe, des chambres de commerce ou encore de l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Et un contre-pouvoir syndical, c'est bien sûr des adhérents, mais aussi c'est des institutions, des règles qui vont permettre aux syndicats de jouer leur rôle de façon à pouvoir, dans les politiques publiques, faire entendre les préoccupations des travailleurs. Et à mon avis, c'est ça qu'il s'agit pour une bonne part de reconstruire, puisqu'on a un dialogue social, selon l'expression consacrée, une négociation collective en Europe qui malheureusement n'est pas assez développée. Il y a aujourd'hui une quarantaine de comités de dialogue social européens sectoriels, je ne sais pas, le secteur de la coiffure, des banques, du sport, etc. Certains comités sectoriels n'ont conclu, enfin c'est même la majorité, n'ont conclu aucun accord, mais d'autres sont malgré tout un peu plus dynamiques. Je pense par exemple à tous les comités qui relèvent du domaine des transports, c'est là où on a le plus d'accords sectoriels. L'ordre de grandeur, ça doit être une grosse vingtaine d'accords sectoriels conclus depuis le début des années 2000, qui ont été transposés en directive derrière. Ils ont débarqué de partout pour battre le pavé au cœur de l'Europe. Au niveau intersectoriel, c'est-à-dire concernant les accords qui touchent plusieurs domaines, les résultats des négociations entre ces acteurs sont assez mitigés. Depuis les années 90, seuls 7 accords ont été trouvés. Et à peine 3 d'entre eux ont pu être transposés en directive européenne. Malgré la volonté de renforcer l'Europe sociale à partir des années 1980, celle-ci se trouve très vite confrontée à des défis considérables. Les États membres des communautés européennes signent à Maastricht le traité sur l'Union européenne. En 50 ans de construction européenne, le pilier social n'en est qu'à ses fondations. Le début du XXIe siècle offre néanmoins de nombreuses opportunités pour que l'Europe se saisisse, à nouveau, des questions sociales. Le passage à la monnaie unique, l'adhésion de 10 nouveaux États membres ou encore l'ébauche d'un traité constitutionnel sont autant de symboles qui doivent consolider l'ancrage social de l'Europe. Pourtant, ces évolutions et possibles réformes se heurtent en réalité à une longue phase de turbulence et d'euroscepticisme. Ipsos des résultats de ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55%. En 2005, l'Europe sociale se heurte au rejet du traité constitutionnel. Un an après les élargissements à l'Est, les questions sociales ont été au cœur de la campagne du non. Chaque nouvelle adhésion remet la problématique sociale au cœur des débats.
Les adversaires de la nouvelle constitution européenne lui reprochent d'imposer un système socio-économique trop libéral. Soutenir ces nouveaux membres et limiter la distorsion de concurrence deviennent des défis à relever pour une Europe qui connaît alors plusieurs élargissements. Les élargissements ont fait rentrer des pays qui n'avaient pas notre niveau de protection sociale et qui n'étaient pas engagés dans la même histoire que nous. Notre histoire à nous, c'est il existe une protection sociale bien développée et la priorité, c'est la protéger. Tandis que dans beaucoup de pays de l'Est, la préoccupation, c'était avant tout la convergence économique. La protection sociale pouvait apparaître comme un frein. In Strasbourg, you took the initiative to call for a social summit. Alors ici on a un peu une contradiction puisque d'une part l'élargissement rendrait encore plus nécessaire de renforcer l'Europe sociale puisque on a les différences entre le niveau de vie niveau de vie entre les pays qui s'accentuent et aussi les normes sociales qui sont très différentes entre les pays. Mais à côté de ça, on a des pays qui adhèrent à l'Union européenne, donc les pays d'Europe centrale et de l'Est, qui ne sont pas forcément des pays moteurs qui ont envie de donner plus de pouvoir, plus de compétences à l'Union européenne dans le domaine social. Au-delà des inégalités induites par l'entrée de nouveaux États membres, les crises successives fragilisent à nouveau le contexte socio-économique européen. In addition, huge news beyond Lehman Brothers, which is not the biggest shock this morning, by the way. Merrill Lynch. La crise des subprimes de 2008 vient secouer les fondements sociaux encore fragiles de l'Union européenne. Cette crise, au départ financière, déteint alors directement sur le quotidien des citoyens européens. Ce sont 124 millions d'entre eux qui se retrouvent sur le seuil de pauvreté en 2012, contre 116 millions avant la crise. Pour tenter de sauver la situation économique européenne, une politique d'austérité est mise en place. Délaissée, l'Europe sociale disparaît alors de l'agenda des institutions européennes pour une longue période. Nicht bei den Leuten angekommen ist. Und das hat man klar an dieser Wirtschaftskrise, Finanzkrise gemerkt. Hätten wir da ausreichend Sozialstrukturen, ja, wie einen EU-weiten Mindestlohn, eine Arbeitslosenrückversicherung, wäre es, glaube ich, für viele wirtschaftlich nicht ganz so dramatisch gewesen. La crise de 2007-2008, la crise financière, elle s'est essentiellement traduite par des programmes d'austérité et un volet important de ces programmes d'austérité consistait à détruire les institutions de la négociation collective qui existaient dans certains pays. Par exemple, la Grèce. Il faut savoir que la Grèce, sur la période, je parle de mémoire, mais 2010-2020, je pense que les salaires ont diminué de 12%. Malgré un constat partagé autour des difficultés vécues par une part croissante de la population européenne, les opinions divergent. L'Europe n'est pas toute seule, elle se situe quand même dans un contexte mondial, c'est pas vous que je l'apprendrai, donc il faut faire au mieux avec ce qu'on a. Mais cette règle de 3%, elle est importante aussi, parce que si on creuse, bon, effectivement, c'est déficit et qu'on a des... Et on le voit d'ailleurs dans certains pays qui ont été très contraints, comme la Grèce, qui aujourd'hui remontent la pente. Ils remontent la pente. Quel prix social quand même, quand on regarde... Il y a eu un prix social, c'est certain, mais qui aurait eu de toute manière si on n'avait rien fait. L'Europe sociale n'était pas là à une époque où on en avait besoin. C'est seulement avec la commission Juncker que la volonté de relancer l'Europe sociale apparaît plus clairement. Il est temps que l'Europe obtienne le triple A social, dont nous sommes, il faut bien l'avouer, encore loin. Dans cette démarche, le socle européen des droits sociaux de 2017 fixe un cadre et des objectifs clairs en matière sociale. Deux questions sont au cœur des débats. L'égalité des sexes et la question du salaire minimum, deux sujets emblématiques où se dessinent peut-être les bases de l'Europe sociale de demain. L'Union européenne a étendu son champ d'action à d'autres domaines que la sphère économique. L'égalité et la lutte contre les discriminations sont devenus des éléments importants des politiques publiques. La lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un domaine où l'Europe a été pionnière.
L'action principale de l'Union européenne pour l'égalité s'est d'abord réalisée par le biais du travail. L'accès au travail des femmes, c'est l'indépendance économique en fait. C'est ça qui leur permet de faire leur choix, de quitter leur conjoint quand il est violent, de faire leur choix de vie, d'accéder aussi à la citoyenneté sociale et de montrer qu'elles ne sont pas seulement là pour exercer dans le cadre domestique, mais qu'elles peuvent exercer à l'extérieur. Et donc le fait de gagner l'égalité au travail, c'est central dans le mouvement d'émancipation des femmes. La communauté économique européenne agit déjà en faveur de l'égalité femmes-hommes, objectif qui est inscrit dans le traité de Rome. C'est la première fois que ce principe apparaît dans un texte européen. L'article 119 peut se résumer ainsi : à travail égal, salaire égal. Mais les ministres européens s'accordent pour repousser l'application de l'article 119 en mettant avant le manque de données sur les niveaux de salaire des femmes. L'article 119 reste donc lettre morte. Pour traduire ce droit dans la vie des femmes, il faut des luttes, des acteurs mobilisés pour faire avancer la cause. Eliane Vogelpolsky, avocate belge, a accompli un combat fondateur pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans un entretien, Eliane Vogelpolsky déclare à propos de la non-application de l'article 119 : « Cette violation du droit communautaire a été une grande leçon. C'est à partir de là que j'ai compris qu'il fallait un engagement juridique et militant total pour arriver à changer la résistance et l'indifférence de la société à la question de l'égalité des femmes et des hommes. » C'est par le droit, ce qu'on appelle l'intégration positive, que l'Union européenne a agi pour forcer les États à réaliser cette égalité entre les hommes et les femmes. Une des grandes œuvres d'Eliane Vogelpolsky concerne le cas Gabrielle Devraine, hôtesse de l'air de 40 ans, licenciée par la Sabena à cause de son âge. Elle porte ce cas devant la Cour européenne. Lors de sa défense, Eliane Vogelpolsky établit une action pour l'application de l'article 119 en invoquant l'existence d'une discrimination illégale. Le 8 avril 1976, l'arrêt adopté par la Cour de justice et des communautés européennes est historique. L'article 119 devient directement invocable par les juridictions nationales et l'égalité entre les femmes et les hommes est reconnue comme un fondement du droit européen. C'est par les mobilisations sociales et les manifestations que la consolidation des droits des femmes a pu avoir lieu en Europe. On sait que des textes de loi, s'il n'y a pas de dynamique sociale pour les faire vivre, s'il n'y a pas de mobilisation sociale et féministe pour qu'ils soient connus, qu'ils soient appliqués, qu'ils soient respectés, qu'ils vivent, ça ne sert pas à grand-chose. Grâce aux diverses actions menées au niveau européen, de réels progrès sont constatés. L'impact concret des politiques sociales européennes, on peut le voir dans toute une série de domaines. Alors, en matière de congés de paternité, par exemple, on a depuis l'été 2019 un droit à un congé de paternité de 10 jours dans tous les pays de l'Union européenne. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur des questions d'égalité, puisque ça permet de faire ce lien qui est fondamental entre le public et le privé et de donner à tous et à toutes la possibilité de faire des choix réellement libres. Plus récemment, la Commission a proposé une directive sur la transparence des salaires afin de réduire les écarts de rémunération entre femmes et hommes. I will give equality in the world of work its due attention by putting forward proposals for pay transparency. On voit dans les statistiques un écart important en matière d'emploi, où il y a un écart de presque 12 points entre les femmes et les hommes dans le marché du travail. Et puis, il y a aussi un grand écart qui est de presque 16% sur les salaires. Si cette proposition est adoptée, les entreprises de plus de 250 salariés devront démontrer qu'elles garantissent l'égalité de rémunération pour un même travail.
Même si l'Europe a promu une politique volontariste en matière d'égalité de droits des femmes en fournissant un cadre minimal protecteur aux États membres, les inégalités femmes-hommes restent constitutives de la structure même du marché du travail. Et les disparités entre États restent importantes. L'écart de salaire est par exemple de 1,4% au Luxembourg, alors qu'il est de 21,8% en Estonie. Les inégalités persistent donc. Et les mesures mises en place restent encore trop peu ambitieuses pour certains. On le voit, on le sait, les seules choses qui ont fait avancer le droit des femmes, c'est des textes contraignants avec des sanctions. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'il y a des textes qui sont très clairs, mais il n'y a jamais les sanctions associées. Donc c'est ce qu'il faut gagner et intégrer dans les lois. Le fait d'avoir un salaire minimum, c'est extrêmement important pour les femmes parce que malheureusement, elles sont surreprésentées sur les bas salaires. En France, on oublie souvent de rappeler que les smicards sont d'abord des smicardes à plus de 60%. Et donc, quand on augmente le SMIC, c'est une mesure évidemment d'ordre général qui profite à tous les salariés qui sont payés au SMIC, mais qui a un effet majeur sur la réduction des inégalités femmes-hommes, parce que ça permet de revaloriser des métiers féminisés qui sont complètement dévalorisés et enfermés dans les salaires minimums. L'égalité professionnelle femmes-hommes est donc encore à conquérir. Un levier important serait la mise en place de salaires minimaux dans tous les États membres. Leur souhait d'avoir une Europe sociale forte. Dans sa proposition de directive publiée le 29 octobre 2020, la volonté de la Commission est assez limpide. Promouvoir, par le biais du dialogue social, un système de salaires minimaux adéquats, pays par pays, avec un objectif principal, assurer un revenu décent pour chaque citoyen européen. And this is why the Commission will put forward a legal proposal to support member states to set up a framework for minimum wages. Everyone must have access. Ce projet, qui devrait aboutir lors du premier semestre 2022, suscite des interrogations. L'adoption de cette directive peut-elle constituer le texte fondateur d'une Europe sociale plus protectrice de ses travailleurs ? Ou ne constitue-t-elle finalement qu'une simple opération de social washing pour l'Union européenne ? Qualifiés, mieux rémunérés, avec des salaires minimums décents pour tous. Un aspect crucial de cette proposition de directive, pour les pays disposant d'un mécanisme de salaire minimum, c'est de savoir à quel moment on peut considérer celui-ci comme décent. Et si rien n'est encore arrêté, on semblerait se diriger vers un objectif. Que le salaire minimum atteigne au moins 60% du revenu médian, laissant ensuite une grande marge de manœuvre aux États pour décider de son augmentation ou de sa diminution. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certains pays sont déjà à 60%, donc eux, ça ne va pas changer pour eux. Par contre, ça va changer pour ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont en dessous. Donc c'est pas un impact direct pour les travailleurs français, ce sera, je dirais, plutôt un impact indirect, puisque avec cette directive, on va permettre à d'autres États membres de parvenir en fait à ce salaire minimum adéquat et aussi à dynamiser la négociation collective dans leur pays. In fine, ça va être aussi de lutter contre tout ce qui est dumping social, concurrence déloyale entre les pays. La situation sociale s'est en effet dégradée en Europe, avec une augmentation des travailleurs pauvres. Mais si de nombreuses voix demandent une directive ambitieuse, certains acteurs montrent des réticences. Ce sont notamment les syndicats patronaux, sous la bannière de Business Europe. L'intervention européenne, selon nous, n'est pas nécessaire, c'est pour ça qu'on s'y oppose. Pour ce qui est du rôle du salaire minimum, on ne le conteste pas, au contraire, on pense que c'est évidemment important qu'il y ait un salaire minimum dans nos pays, mais on met en valeur le fait qu'il doit y avoir une bonne prise en compte de la situation économique et en même temps un rôle pour les partenaires sociaux. Certains pays de l'Est ont également peur qu'une augmentation importante du salaire minimum décime la compétitivité de leur économie. On observe aussi des réticences de la part de certains pays ne disposant pas de salaire minimum, à l'image de la Suède. On a des partenaires sociaux très forts, mais aussi équilibrés. C'est-à-dire que les syndicats sont forts et les patronats. Et comme ça, on peut faire beaucoup de choses entre nous.
Donc l'État s'en mêle pas. We are very afraid that if you are regulated by law by the European Union will interact in the Swedish labour market, and I think both the trade unions and the employer organizations are very afraid of that. Pendant un premier temps, les pays nordiques, les syndicalistes nordiques avaient peur que cette directive vienne toucher leur système de relations professionnelles, mais là-dessus, on a obtenu des garanties pour préserver leur système et ne pas imposer la mise en place d'un salaire minimum légal en tant que tel. En effet, la directive n'obligerait en rien les États régis par la négociation collective à adopter un salaire minimum national. Son but est bien de favoriser le dialogue social en tenant compte des particularités de chaque État membre. Mais malgré le caractère ambitieux de cette directive, son adoption suffira-t-elle à lutter contre la précarité ? On ne peut pas se contenter simplement de parler en fait du salaire minimum. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle doit réfléchir sur ce qu'elle veut en termes de solidarité. Vous ne pouvez pas réduire des disparités qui sont aussi importantes simplement par la question salariale. Je ne pense pas qu'on puisse aller, qu'on va éradiquer la pauvreté rien qu'avec le salaire minimum. Il faudra de toute façon mettre à côté des politiques sociales d'accompagnement. Ce n'est pas possible de faire autrement. En parcourant l'Europe sociale, nous avons rencontré son histoire, ses acteurs, nous avons découvert ses échecs, mais aussi ses réussites. Embryonnaire, l'Europe sociale reste à construire. Ses réalisations ne sont pas univoques. Si certains considèrent que l'Europe doit garantir un nombre minimal de droits sociaux, pour d'autres, la dimension sociale doit être au cœur de l'Europe. L'Europe sociale est là, bien présente. Elle fait partie de notre quotidien. Mais elle est à un tournant de son histoire. Pour nous, l'Europe sociale, ce n'est pas rajouter, conserver la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, puis se rajouter un petit élément de social, de le juxtaposer. Pour nous, ça veut dire transformer l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui pour qu'elle ait un cœur qui soit social. C'est une valeur fondamentale de l'Europe, et donc il est nécessaire d'avoir une Europe sociale qui protège, qui développe ce modèle social et qui en fait la promotion à l'échelle mondiale. En même temps, il y a des forces libérales en Europe qui estiment que pour des raisons économiques, il faut petit à petit réduire ce modèle social. Donc c'est un combat fondamental pour la construction européenne. Est-ce qu'on veut effectivement maintenir, développer notre modèle social ou est-ce qu'on veut le réduire ? Nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce combat pour une Europe qui contribue au progrès social.